Vous savez, on a tous une œuvre, un auteur ou une autrice qui nous a vraiment marqué. Et moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment Alexandre Dumas. Pourquoi? Parce que, en fait, si on faisait faire le parallèle entre cinéma et littérature, Alexandre Dumas, ce serait clairement un créateur de blockbuster, du truc vraiment bien grand public. Et s'il y a une œuvre qui réunit tout ça en un seul, c'est bien Le Comte de Monte-Cristo. J'ai vraiment une attache particulière avec cette œuvre parce que j'ai l'impression que c'est là où où Alexandre Dumas parle le plus de son métissage et vraiment j'arrive à m'identifier à ça. Il arrive à faire confronter l'exotisme et le patriotisme et en vrai, non je déconne, je l'ai pas lu. Moi j'ai lu Ratus et après j'ai tout arrêté, hein. Là on va parler seulement de cinéma, on va pas comparer le livre et le film parce que je l'ai pas lu. On va parler du film Le Comte de Monte-Cristo par Vincent Delaporte et Alexandre de la Patelière, avec dans le rôle titre Pierre Ninet. Allez, c'est parti pour la critique. Bon, on va quand même faire un bref résumé pour ceux qui connaissent pas, parce que moi j'ai avoué que j'ai pas lu, mais en vrai vous aussi vous avez pas lu, hein. C'est l'histoire d'Edmond Dantès, un jeune homme de famille modeste qui arrive à avoir un gros grade dans la marine. Je crois que c'est capitaine à Marseille. Et parce que le mec est courageux, et il est fort, et il a de grandes perspectives d'avenir. Et c'est grâce à ce grade qu'il peut se permettre enfin de demander sa meuf Mercedes en mariage. Mais évidemment, c'est à partir de là que ça va partir en couille. Il va être victime d'un complot de 3 personnes, dont 2 connaissances, hein, c'est un peu bâtard ça. Et il va être enfermé pendant 15 ans au château d'If jusqu'à ce qu'il se fasse, ce qui s'évade en quelque sorte, tout en fulminant sa vengeance et pas vengeance. Oh j'arrive, je te tue, je suis vengé. Non non non. Lui, il est en train de chercher le truc qui va te faire le plus mal possible, quoi. Alors déjà mon avis en bref sur le film. Dans l'ensemble, j'ai vraiment kiffé. On parle souvent du manque de grandiose dans les films français. Là, on est vraiment dans le grandiose, on est dans l'épique. Et en plus, l'histoire de Monte Cristo, elle semble vraiment être la base de beaucoup d'autres œuvres contemporaines, et en particulier, peut-être vous voyez venir, Batman. Parce qu'un mec qui a vécu une injustice, qui part pendant des années pour s'entraîner avec un sage, qui se crée un alter ego pour exercer sa vengeance grâce à son intelligence et son fric, je vois le parallèle d'ici, hein. Et là où le parallèle est encore plus intéressant, c'est que ce film s'inspire beaucoup à son tour de Batman Begins de Christopher Nolan. Du coup, la boucle est bouclée parce qu'en littérature, Batman, c'est le Monte Cristo américain, et au cinéma, Monte Cristo, c'est le Batman français. Après, en termes d'adaptation du roman, comme je vous ai dit, comme je ne l'ai pas lu du tout, je sais qu'ils ont pris des libertés, et il y a peut-être des choses que j'ai reprochées au film qui sont dans ces libertés-là, surtout en termes de scénario. Je ferai une section spoiler à la fin pour expliciter un petit peu tout ça. Mais du coup, l'important dans ce genre de livre, quand on fait une adaptation, c'est qu'il y ait de l'ambition, parce que c'est un grand roman épique qui se passe sur 20 ans. Et pour avoir de l'ambition, il faut du fric et du talent. Et on avait déjà eu un bon exemple de réussite visuelle dans ce style, justement, avec les 2 films Trois Mousquetaires. Je crois que les 2 films avaient coûté 70 millions d'euros à peu près. Et c'est le même genre d'environnement, c'est le même genre de décor que le Comte de Monte-Cristo. Du coup, on reprend sensiblement les mêmes maisons de production et on recommence. Et en vrai, c'était une bonne idée. De toute façon, je pense que les projets sont faits en parallèle. Et franchement, ça a de la gueule. 43 millions pour un film de si grande envergure, c'est du grand art en vrai. Parce que c'est la force des cinéastes français, c'est que comme on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup d'argent, enfin les cinéastes n'ont pas l'habitude d'avoir beaucoup d'argent, bah ils l'utilisent hyper bien. Et c'est vrai aussi, on a cette chance-là, c'est qu'il faut remercier notre patrimoine français, parce que la plupart des décors, c'est des grands châteaux, des grandes salles de culte ou des grands jardins magnifiques. Bah l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas eu à chercher loin, quoi. Il y en a un peu partout ici. À ça, on ajoute deux trois effets spéciaux très discrets pour avoir exactement ce qu'on veut, et c'est parfait. Et les effets spéciaux du film, en général, ils sont nickel. Peut-être excepté un ou deux plans où ça fait un peu cheapos, mais c'est vraiment pour chipoter. Rien que la première scène du film, c'est une scène entièrement aquatique. Enfin, c'est une scène aquatique, il est dans la mer, tout ça. Et c'est tourné en studio et c'est du full effets spéciaux. Il y a pas longtemps, là, j'ai vu la petite sirène, là, remakée par Disney, et les mecs, ils ont tellement de fric qu'ils savent même plus filmer une scène avec des effets spéciaux. Ça rend dégueulasse. Ça se voit qu'ils mettent Ariel au milieu d'une piscine, qui filment dans tous les angles, et ils disent, bon, bah les gars, faites-moi une tempête là, faites-moi un bateau qui coule, faites-moi des vagues de 9 mètres, démerdez-vous avec ça. Alors que là, pour Monte Cristo, on voit que les réalisateurs, ils avaient une image particulière dans la tête. Ils ont réfléchi parfaitement leur scène, et pour que ce soit le plus impressionnant possible, et que les mecs des effets spéciaux, bah,
ils aient des directives précises et pour pas se disperser et qu'il y ait le meilleur rendu possible sur ce qu'on leur a demandé. Et le reste de la mise en scène est vraiment super bien géré aussi, c'est pas que les effets spéciaux. En fait, ils tentent même plusieurs genres dans le même film. C'est beaucoup aidé par la gestion de la lumière d'ailleurs. Le début, on est vraiment sur un truc ultra romanesque avec balade à cheval, ciel bleu luxuriant, lumière en pleine face. Des fois, même la lumière, on sait même pas d'où elle vient, c'est vraiment lumière immaculée. On se prend dans les bras, voilà, lumière un petit peu partout. Mais à partir du moment où le film devient un petit peu plus sombre, les personnages ils sont souvent moins éclairés et surtout souvent éclairés en double face. Ouais, par exemple, comme là par exemple j'ai les deux lumières. Si j'en éteins une, tac, voilà j'ai une partie sombre et une partie très lumineuse. Et c'est beaucoup utilisé dans le film. Il y a une scène, elle est magnifique, où le procureur, le personnage de Laurent Lafitte là, il est en discussion ultra vénère avec une meuf, et dans cette scène, il est éclairé seulement par des bougies, et tout le reste est sombre parce que ça se passe dans la nuit et en plus en intérieur, et du coup, il n'y a qu'une seule face éclairée par les bougies, et on sent vraiment que le mec, il est pas là pour rigoler, quoi. Et il y a une autre scène, apparemment ça a marqué vraiment les gens, c'est un moment où le comte de Monte Cristo, il raconte une histoire vraiment sordide, une sorte de thread d'horreur à la Squeezie, mais à l'époque, donc vraiment un truc bien vénère. Et à ce moment-là, on se retrouve un peu plus dans un éclairage de film d'horreur. Et en plus, ça dure assez longtemps, donc on a le temps vraiment de s'imprégner de l'ambiance, en fait. Après, ces réalisateurs-là, ils ont l'habitude de faire des scènes en intérieur avec beaucoup de dialogue, parce que c'est eux qui ont réalisé le film Le Prénom, et il me semble même que c'est eux qui ont créé la pièce originale, parce que c'est une pièce de théâtre à la base. Du coup, le huis clos, ils connaissent. Mais ça les empêche pas de gérer les extérieurs, enfin le nombreux extérieurs, et le côté épique du film. Parce que dans ce film-là, il y a beaucoup d'iconisation du personnage. Il y a un truc pratiquement super héroïque sur lui. Et il y a vraiment le côté un peu comme Batman, où quand il y a les combats, on est vraiment galvanisé. Bon, les chorégraphies sont pas les plus ouf du monde, mais ça reste très correct. Et en plus, on sent qu'il y a une aura un petit peu autour du personnage. Et c'est un truc qui est pas mal appuyé aussi par la musique, qui est vraiment très présente. Et comme je le disais tout à l'heure, ça ressemble beaucoup à la musique des Dark Knight. Et j'ai l'impression même que la consigne des réalisateurs, c'était, bon, fais un truc qui ressemble un petit peu à Dark Knight. Et effectivement, les musiques sont vraiment gérées, elles sont à chaque fois dans le thème, elles sont même un peu différentes à chaque fois, même si c'est un petit peu toujours le même style d'instrument. Et elles sont écoutables même en dehors du film. Je sais que moi j'écoute beaucoup de bandes originales, pas beaucoup, mais j'écoute souvent les mêmes. Et là, ça me pourrait me prendre d'écouter la bande originale de Monte Cristo. Pas autant que la bande originale de Batman, faut pas déconner. Hans Zimmer et Newton Howard, c'est quand même un niveau un peu au-dessus, même beaucoup au-dessus, mais ça fait vraiment hyper bien le taf. Le travail sur les costumes est aussi très bon, c'est bien, ça m'a pas impressionné, ça m'a pas dégoûté. Après, c'est pas ma plus grande expertise, hein, je vais pas vous mentir. Et sur le maquillage, il y a des trucs excellents et il y a des trucs où il y a quand même des petits bémols. Déjà, l'histoire, elle se passe environ sur 20 ans. Et c'est vrai que j'ai l'impression que le Pierre Ninet du début et de la fin, il a toujours la même gueule, quoi. Donc, il y a même. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gros points de maquillage qui le font vieillir. Bon, ok, après, Pierre Ninet, c'est le genre d'acteur qui peut avoir 20 ou 45 ans, on sait pas trop, un peu comme Andrew Garfield. Mais là, dans le contexte, c'est un petit peu gênant parce que dans son costume de comte de Monte Cristo, il a la prothèse qui est hyper bien faite, ça lui change bien le visage, en plus ça le rend un peu hispanique, donc ça marche très bien. Mais le fait qu'il soit pas vieilli, tous ces traits autour des yeux sont peut-être un peu trop reconnaissables, en fait. Et par rapport au contexte, ça peut être gênant et ça perd un petit peu en crédibilité. Je sais, je chipote un peu, mais comme le reste du scénario est super bien écrit et que le personnage c'est vraiment un maître de la dissimulation dans ses agissements, dans ses actes, du coup, c'est dommage qu'un détail physique, ça nous fait pas y croire à 100%. C'est un petit regret. Alors que les autres personnages d'Edmond, ils sont parfaits en termes de prothèses. Ouais, comme c'est un mec du déguisement, il fait plusieurs personnages. Il fait pas que le comte de Monte Cristo. Et en plus, c'est hyper bien interprété. Surtout quand on a Pierre Ninet pour servir ces personnages-là. Et ouais, parce que le casting, il défonce sa race. Parce que Pierre Ninet, Anaïs Desmoustiers et Laurent Lafitte de la Comédie Française, attention. Mais en vrai, malgré un casting de ouf, j'ai
pas trouvé que c'était transcendant non plus en termes d'acteurs. Bon, après, peut-être que si, en fait. Est-ce que c'est parce que j'ai trop l'habitude de les voir briller? Parce qu'en vrai, dans ce film, Pierre Ninet, il arrive à gérer tous les registres, hein. Ça, quand il est ténébreux, ça fonctionne. Et c'est un mec au bout de sa vie, ça fonctionne. Quand il est amoureux, ça fonctionne. Non, en vrai, j'ai rien à lui reprocher. Laurent Lafitte, pareil, toujours impeccable en méchant. J'adore à chaque fois qu'il fait un méchant. Je l'avais vraiment kiffé dans Au revoir là-haut. Il était un bon connard. J'aime bien en plus, c'est de plus en plus rare de voir de vrais connards au cinéma. Aujourd'hui, on cherche toujours à trouver une raison à la connardise des gens, quoi. Là, lui et le baron, là, joué par Patrick Mill, on est sur une belle paire d'enfoirés, hein. Et ça fait plaisir de voir de vrais méchants, de bons gros mecs impardonnables, en fait. Il y en a un dans Les Traîtres qui déroge peut-être un petit peu à la règle, mais j'en parlerai un petit peu dans la partie spoil. Mais tout n'est pas parfait dans l'acting parce que je pense vraiment que c'est à cause du côté début 19e siècle qu'on veut rendre. Il y a des moments, pour faire un peu noble ou un peu ancien, je sais pas trop, les acteurs ils articulent énormément. Et en fait, ils ont un débit de parole très lent. Et déjà, on sent que c'est pas naturel. Par exemple, pour Anaïs de Moustier, on a l'impression que c'est pas naturel. Et en plus, ça ralentit énormément le rythme du récit. Parce qu'il y a quelques scènes de dialogue qui exposent un peu le background. Et comme le début de parole, il est très lent. Entre le début et la fin de la phrase, je sais même plus ce qu'elle disait, la meuf. Quand c'est illustré, ça passe. Quand c'est illustré avec des images de la réalisation et tout, ça passe. Mais quand c'est juste quelqu'un qui parle devant la caméra ou dans un lit devant une caméra, ça devient presque chiant. Là, on va attaquer la partie spoiler, justement. Je suis obligé de spoiler pour parler de certaines choses, surtout en termes de scénario. Je vous mets un timecode si vous voulez reprendre la vidéo un petit peu plus tard pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler. Et ceux qui restent, ça à vos risques et périls, hein. Du coup, il y a 2-3 trucs dont je pouvais pas parler sans spoil. Et surtout, la gestion du climax du film. Enfin, les scènes finales du film. Parce qu'il y a un des problèmes, enfin, c'est pas gênant pendant le film, mais ça peut être un peu gênant pour le climax, c'est que on suit le cheminement total du Comte de Monte-Cristo. On sait plus ou moins ce qu'il va faire et on connaît aussi les motivations de ses acolytes. Du coup, le plan, il est ingénieux à la fin. C'est même une scène de ouf, hein, je boude pas mon plaisir, hein. Mais quand Andrea, là, le fils du procureur, il confronte son père, on s'en fout un peu en fait, parce qu'on sait déjà. Et le pire, c'est qu'ils oublient totalement le côté complot napoléonien. Parce que, à la base, c'est quand même pour se protéger de ça que le procureur il envoie Edmond en prison. C'est parce qu'il a peur qu'il ouvre sa gueule, parce que sa grande sœur, elle était en position d'une lettre de Napoléon en personne, qui est un ennemi du royaume à ce moment-là. Du coup, le fait qu'il ait fait une tentative d'infanticide, en vrai, on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas. Mais entre un procureur qui tente de tuer un enfant dans les années 1800 et un procureur qui est prêt à renverser la royauté pour permettre le retour de l'Empire, du point de vue de la France, c'est quand même bien plus grave, hein. À moins que j'ai raté un truc. Mais je crois pas, parce que j'ai pas l'impression que c'est vraiment mentionné à la fin. Je pense que c'est un truc qui est beaucoup plus développé dans le livre. Parce que je trouve ça bizarre d'introduire un enjeu aussi énorme dans le film, juste pour s'en servir de prétexte pour envoyer un pauvre mec en prison, quoi. Et dans le climax arrive aussi mon deuxième problème, c'est ce que je vais appeler l'échelle des méchants. Parce que clairement, le marchand d'esclaves là et le procureur, ils sont largement plus méchants que l'ami d'Edmond qui l'a trahi. Au début du film, on voit bien que dans un premier temps, il est pas super chaud pour signer leur truc. Et il les a trahis par l'influence des deux autres. Ok, c'est un bâtard, il était très proche de lui, donc ça fait encore plus mal. Il voulait pécho sa meuf, et il a rédigé la lettre. C'est énormément de trucs, mais en vrai, en dehors de ces actions-là, le mec, c'est pas un mauvais gars. C'est un bon soldat. Bon, il tue, c'est mal, mais dans le contexte de la guerre, c'est autre chose. En face, il y a quand même un mec qui fait des infanticides, et l'autre, il fait du trafic d'esclaves, et il est prêt à laisser crever des esclaves juste pour en mettre plus sur le bateau pour se faire plus d'argent. On n'est pas sur le même niveau de fils de puterie, en fait. Et du coup, pour moi, dès qu'on a vu le sort de ces deux-là, c'est bon, hein, j'ai ma satisfaction, hein, je m'en fous un petit peu de ce qui se passe après. Surtout que le combat final,
Ça se fait pas dans la foulée, hein. Il faut se repentir sur la tombe du gamin, il faut la révélation de la meuf qui se rend compte qu'ils sont trop dans la noirceur et qu'elle aime l'autre gars, il faut que l'autre gars le demande en duel, il faut une introspection du comte et qu'il rencontre sa meuf, et il faut le combat final contre son ancien ami. Et c'est pas un truc genre, ça se passe là, c'est on va d'un point A à un point B, à un point C, à un point D. Et en vrai, ça gagnerait à être un peu plus concis. On peut parler, on peut faire tout ça, on peut faire tous ces thèmes-là à côté du tribunal, ou dans un bâtiment spécial qui est pas loin, ou en public, dans la rue, en public, ça aurait été vraiment impressionnant avec plein de figurants, ce genre de choses. Et ça aurait été vraiment plus fluide, peut-être plus impressionnant aussi, ouais. Bon, après, chacun son sens du rythme, et chacun préfère un petit peu ses pans narratifs dans ce genre d'œuvre, parce que c'est des œuvres assez conséquentes, quoi. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'était l'escalade de la violence n'était pas assez bien gérée. Je pense qu'il fallait s'occuper de son pote avant de s'occuper des grands, grands, grands méchants, quoi. Du coup, comme vous avez vu, il y a deux, trois trucs qui me font un petit peu tiquer, mais en vrai, c'est un super film. On va pas non plus dire que c'est un chef-d'œuvre parce que on n'arrive pas. Il y a un petit truc il y a un petit truc du cœur, ça manque un petit peu d'émotion vraiment forte, mais si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, allez-y. Et en plus, beaucoup disent que le cinéma français, il est à la ramasse. Faut croire que non. Et en vrai, même si on parle pas de blockbuster, tout ça, en termes de ratio cette année, j'ai plus kiffé des films français que des films américains. C'est juste que personne va les voir, c'est tout. Du coup, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous, mettez la cloche, commentez, suivez-moi sur les autres réseaux, restez passionnés et je vous dis à la prochaine.